La prégnance d'une mémoire communiste et finalement l'absence de la matérialité de l'histoire du communisme dans la société française. C'est un phénomène totalement dissous en réalité, ce que Yolande évoquait tout à l'heure. Deuxièmement, l'existence, alors j'irai vite sur ce point-là, l'existence d'un langage commun à une grande partie de l'extrême gauche et de la gauche radicale. Et troisième point que je vais essayer d'évoquer, la matérialisation de ces réseaux qui favorise une expression publique qui est inversement proportionnelle à la réalité de son implantation dans la société. Alors, comment s'est construite en fait cette mémoire du communisme dans la mémoire nationale et dans l'histoire nationale? Je crois qu'il faut revenir. Alors, François Furet a amplement développé ce point-là, donc je vais montrer extrêmement bref, mais il faut revenir sur l'événement fondateur dans la société française, qui me semble être la Révolution française. C'est-à-dire qu'on continue de fonctionner en France sur ce modèle de pour ou contre la Révolution, alors qui a été amplifié par le phénomène soviétique, c'est-à-dire sur ce pour ou contre. Aujourd'hui, si on sonde un peu la société française, quand on dit communisme, qu'est-ce que le communisme? Stalingrad, le colonel Fabien, dernier élément, le colonel Fabien, qui est récupéré actuellement par toute une partie d'extrême gauche. La fille de Fabien vient de publier un livre de mémoires sur son père, préfacé par l'écrivain trotskisant Gilles Perrault et postfacé par Olivier Besancenot. Donc on est dans une opération de glorification de la mémoire communiste. Autre élément qui ne clive pas la société selon un partage droite-gauche, puisque l'affaire Guy Môquet est tout aussi révélatrice. C'est-à-dire qu'on en arrive à des paradoxes. Dire que Guy Môquet, qui a été arrêté le 13 octobre 1940, alors que la résistance communiste n'avait pas commencé, et que les tracts que distribuait Guy Môquet étaient des défenses et illustrations du pacte germano-soviétique. On a les preuves matérielles et tangibles de ces distributions de tracts. On en arrive à présenter, pour une glorification mémorielle, Guy Môquet comme un jeune résistant. Bon, c'est un exemple de cette hypertrophie de la mémoire communiste. Et dernier point de ce premier temps, c'est la réactualisation régulière de la mémoire communiste. Alors, mémoire communiste prise au sens générique, donc mémoire quasiment bolchevique, puisqu'on pourrait dire qu'elle peut être aussi stalinienne, trotskiste, voire maoïste. Deuxième réactualisation, cette mémoire communiste ou communisante dans les années 80. La mémoire du Front populaire au moment de l'Union de la gauche. Alors, peu importe que c'étaient les propositions qui aient été adoptées pour la majorité de l'opinion, ça reste le programme commun. La réalité est différente de la mémoire collective. Et deuxième élément, c'est cette introduction dans la mémoire socialiste, et je l'évoquerai très rapidement, d'une mémoire qui n'est pas propre au socialisme. Avec l'arrivée à partir de 1980 d'une série de militants trotskistes qui sont soit en rupture, soit qui vont rompre avec le trotskisme, mais qui arrivent malgré tout avec leur culture. Alors on pense au Drey, Mélenchon dont je parlais tout à l'heure, qui est passé par le trotskisme, qui l'abandonne, même s'il peut y revenir, ou l'exemple le plus connu, même s'il a toujours été très discret sur son trotskisme, qui est Lionel Jospin. Mais bon, cette culture a été présente. Dernier point sur la question de la mémoire communiste, c'est finalement une forme de dénégation de la mémoire des crimes du communisme, puisque c'est un sujet finalement tabou. Et quand vous écoutez toute la littérature, enfin quand vous lisez plutôt, ou quand vous écoutez les prises de parole sur toute la littérature de la gauche radicale à la mémoire des crimes du communisme, le communisme n'existe toujours pas, donc il n'y a pas pu avoir du crime, puisque c'était que des crimes qui étaient commis au nom du. Et finalement, et c'est ça qui est le plus paradoxal, c'est que l'effondrement du mur de Berlin a en fait permis une recomposition des gauches extrêmes et des gauches radicales. Alors, quelques débats récents permettent de le montrer. D'abord, recomposition qui était impensable avant la chute du mur de Berlin autour du non référendaire. Ça, c'est un élément qui est déterminant, c'est-à-dire que la chute du mur de Berlin leur permet à tous de se parler. Après, vous avez plusieurs débats qui existent entre ces intellectuels d'extrême gauche. C'était à l'université de Londres, on avait Alain Badiou, donc le penseur post-maoïste. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms, mais Tony Negri qui parlait également, Jacques Rancière, Slavoj Žižek. Pendant 2 jours, il y a eu de longues discussions sur ce que pouvait être l'idée du communisme. Vous avez un bref compte-rendu critique, non critique, plutôt dans le Nouvel Observateur. Deuxième exemple, tout aussi révélateur, c'est
Alain Badiou, qui ne pouvait pas s'exprimer dans les années 60-70 dans l'Humanité, qui est maintenant ouvertement et régulièrement invité. Là, j'ai l'Humanité du 11 février 2008, c'est pas si vieux que ça. Badiou et l'hypothèse communiste. Donc nous avons une culture de l'échange qui est en train de se créer. Donc il y a une tentative de reconstruction d'un mouvement anti à travers ce débat, qu'a tenté peut-être un peu trop tôt de cristalliser d'une part le NPA, c'est-à-dire de faire fusionner toutes ces tendances dans un parti uniquement contre, ou ce que tente le front de gauche avec Mélenchon, c'est-à-dire une volonté de reconstituer dans un front unique qui serait la suite du non référendaire et de faire cohabiter des tendances variées, qui, à mon avis, pour le moment, sont quand même toutes plus ou moins liées à l'échec, parce qu'il faut revenir quand même à un point fondamental qui est la culture politique initiale. Culture politique initiale qui est le léninisme qui sous-entend qu'il y a un parti qui a raison et il n'y en a pas deux. Donc à partir du moment où il y a un parti qui a raison, ça veut dire que les autres ont tort. Néanmoins, alors il y a une volonté réelle de réfléchir sur leur histoire et sur le plan théorique, avec un historien modèle qui est Eric Hobsbawm maintenant, qui est commun à peu près toute l'extrême gauche marxiste. De même, sur l'histoire de 68, on a une histoire officielle de l'extrême gauche avec Christine Roos, Le Monde diplomatique, et le journal de référence pour ces militants d'extrême gauche pris au sens large, et plus généralement un appareil théorique que les Américains appellent la French Theory, qui est fait de Bourdieu, Deleuze, Foucault, un peu Guattari, mais c'est un peu plus compliqué, et quelques autres intellectuels. Alors je prends un exemple qui montre qu'il y a une redéfinition et qu'en même temps, le problème de mémoire reste toujours là. L'exemple, c'est une des nouvelles figures de proue de l'extrême gauche, qui est Clémentine Autain. Dans un article qu'elle a publié sur le site de la revue Mouvement, elle explique « Un autre parti est-il possible ?» Sous-entendu, bon, fini les querelles entre staliniens et trotskistes, il faut penser à autre chose. A priori, on peut dire, bon, ils sont en train de tourner la page, sauf qu'il n'y a pas de bilan de l'histoire du communisme. Et deuxièmement, sur un autre débat public qu'elle a eu au même moment, quand elle parle de Che Guevara, elle était confrontée à Jacobo Machaver, qui venait de publier la biographie de Che Guevara, elle expliquait, oui, mais Che Guevara est une grande figure révolutionnaire qui a permis à des millions de jeunes de se reconnaître à l'intérieur. Elle ne fait aucun bilan critique sur l'expérience cubaine. Dernier élément, c'est les référents culturels communs qui restent. Il y en a deux qui sont principaux. La haine du capitalisme, ça c'est normal puisqu'ils sont d'une culture bolchevique. Et deuxième élément, mais qui indique une détermination politique particulièrement forte, c'est la qualification du socialisme démocratique. C'est-à-dire que vous avez toujours la même qualification. Alors, du temps du bolchevisme triomphant, c'était les sociotraîtres avec Lénine. C'est devenu des sociofascistes avec Staline, puis accessoirement les socio-impérialistes. Maintenant, ce sont les sociolibéraux, mais enfin, bon, c'est toujours des mauvais socialistes, on va dire. Donc il y a une réelle tentative de redéfinition du modèle, mais les substrats théoriques restent extrêmement prégnants, et je ne suis pas sûr qu'on arrive à une redéfinition réelle de ce modèle. Comment ça se matérialise dans la société ? Alors, avec une disproportion complète entre une influence électorale qui est de l'ordre de 7 à 10%, et si on met tous les courants bout à bout, et une audience qui est exponentielle par rapport à ces courants. Audience qui passe par 3 points principaux. Je l'ai développé beaucoup dans l'article que j'avais fait pour la revue de la Fondation, donc je ne vais pas reprendre tous les éléments. Mais il faut bien voir qu'il y a 3 points qui sont fondamentaux. Les réseaux éditoriaux. Les grandes maisons d'édition, comme elles sentent qu'il y a un public maintenant, publient énormément de livres on va dire de pensée critique, entre guillemets, pour reprendre l'expression de la gauche radicale. Et à côté de cela, et c'est important parce qu'en sciences humaines, c'est un terreau qui se développe, la multitude de petites maisons d'édition, mais qui sont des maisons d'édition qui montent. Ce qui permet de comprendre ce développement aussi de ces réseaux, c'est les relais dont bénéficient ces militants. Et ces relais s'appuient sur, d'une part, le monde journalistique et d'autre part, le monde universitaire. Dans les pages soit politiques, soit sciences humaines du monde, vous avez des relais. Un exemple, c'est la personne qui couvre l'extrême gauche dans le monde, qui est Sylvia Zappi, qui en même temps fait partie du comité de rédaction de plusieurs revues de la gauche critique, dont la revue Mouvement. Ce qui n'est pas étonnant après, c'est qu'il y ait des informations qui soient publiées sans analyse critique.